Merci Maëlle. Donc, alors, pardon, il y a un petit truc, hop. Donc, effectivement, l'enjeu du foncier, c'est au cœur des préoccupations et des préoccupations et des acteurs, alors, entreprises, acteurs de l'ESS que sont les écosolides, le lieu commun et puis de la métropole. Donc, c'est ensemble qu'on travaille sur ces sujets-là. Maëlle, tu l'as dit, à la raréfaction du foncier, l'augmentation du prix et le fait que pour certains projets, et on le voit de plus en plus, le foncier est au cœur et peut devenir un enjeu majeur et peut devenir effectivement ou bloquant ou ou décaler le projet ou qu'il ne se mette pas en place. Donc ça, c'est quand même assez… et que ce soit dans des phases de création ou dans des phases de développement. Donc c'est un enjeu qui a été posé au cœur de la feuille de route de l'économie sociale et solidaire, qui a été écrite avec les acteurs et qui pose comme un des enjeux, enfin différents enjeux, dont un qui est alors on a différents objets sur l'ESS sur le territoire, et d'arriver à transformer l'essai qui était sur le Solilab, donc de le déployer, de le poser sur le territoire pour accueillir des activités de l'ESS au niveau de la métropole. Et puis de voir comment, en mobilisant différents leviers et différents acteurs sur lesquels on va revenir plus tard, comment est-ce qu'on peut les activer et les lever et les faire fonctionner, les faire travailler ensemble et activer des leviers qu'on n'a pas encore développés aujourd'hui pour structurer un parcours un parcours de résidentiel un petit peu immobilier sur le territoire, que ce soit dans du transitoire, du temporaire ou du pérenne. Donc, activer les différents leviers pour apporter des différentes réponses à toutes les étapes de la vie de l'entreprise de l'ESS sur le territoire. Ça, c'est le constat et c'est ce qui a été posé dans la feuille de route avec écrire une stratégie immobilière de l'ESS, développer des outils. On a parlé de foncières tout à l'heure. Alors, on a déjà des foncières qui existent sur le territoire de la métropole. Donc, comment est-ce qu'on les active aussi au service des projets de l'ESS et comment on travaille sur du transitoire pour développer des nouvelles solutions. Donc, une fois qu'on a dit ça, le constat, voilà, on le partage. On a travaillé avec la SIC, les lieux communs et les écosolides pour se dire, mais de quoi, quand on parle des besoins, d'arriver à qualifier, essayer de qualifier les besoins. Donc, il y a une étude qui a été menée par les écosolides et par lieux communs pour arriver à mieux identifier les besoins en termes de foncier, d'immobilier. Est-ce que c'était en termes de temporalité aussi, d'arriver à de voir si c'était des besoins en termes de locaux d'activité, de bureaux? Est-ce que c'était des besoins en achat, en location? Est-ce que c'était maintenant en phase de développement? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des études, mais on pourra vous les transmettre par la suite. Et c'était d'arriver à mieux qualifier cette demande pour mieux répondre et pour mieux mettre en place aussi là, des réponses dans le cadre de la stratégie des acteurs de l'ESS. Et ça, on l'a fait avec, je disais, avec le lieu commun et puis avec aussi la Samoa, qui est un acteur, donc la SEM qui intervient sur l'île de Nantes et qui est un acteur voilà, très investi sur le sujet. Et avec, en interne aussi, on a identifié les demandes aussi qui arrivaient via les développeurs économiques, qui sont les premiers interlocuteurs des porteurs de projets sur le territoire, pour ensuite arriver à consolider cette offre, cette demande. Et donc, on a posé, c'est en cours, un outil qu'on partage avec lieux communs, avec les différents acteurs qui ont des contacts avec le porteur de projet pour arriver à toujours mieux identifier, centraliser cette demande pour mieux la qualifier et encore une fois être en capacité d'apporter des réponses à court terme, à moyen terme et à long terme. Effectivement, nous, la volonté, c'était de s'associer à lieux communs et aux écosolides dans leur étude
immobilière auprès des différents acteurs de l'ESF, parce que depuis 1 à 2 ans maintenant, on a énormément de projets issus de l'économie sociale et solidaire qui nous arrivent et des recherches immobilières. Et on n'arrivait pas forcément à trouver des solutions, ou c'est toujours des recherches assez complexes, et apporter une solution clé en main était toujours relativement difficile. Et donc, du coup, les différents collègues, avec Laurence, moi je suis plutôt sur Laurence sur la partie ESS, moi je suis plutôt sur la partie programmation immobilière et tout ce qui concerne l'immobilier économique au sein de la métropole. On a voulu rencontrer différents acteurs des différentes métropoles françaises qui sont présents cet après-midi, et puis d'autres collègues de l'écosystème de l'ESF du territoire, pour essayer de trouver des solutions, constituer une première boîte à outils pour pouvoir répondre au mieux en fonction des demandes et avoir cette offre de réponses variées pour répondre à cette demande immobilière variée sur le territoire. Alors, je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes constats, hein. C'est de l'immobilier qui est de plus en plus rare, qui est de plus en plus cher et qui est de plus en plus éloigné de la centralité. Et donc, il faut qu'on arrive, nous, à pouvoir apporter des réponses aux différents acteurs. Donc, c'est vrai que l'étude sur les besoins immobiliers nous a apporté pas mal de réponses et d'éléments, notamment sur les locaux recherchés, la localisation, le niveau de loyer qui était prêt à verser les acteurs de l'ESS. Sur ce point, on s'est aperçu qu'en gros, les 40% qui avaient des loyers extrêmement faibles, voire gratuits, mais pour autant, il y en avait quand même une partie assez importante qui avait des loyers qui n'étaient pas très loin du niveau de marché. Et donc, il était intéressant quand même de savoir qu'on pouvait commencer à travailler une offre avec des loyers assez près du marché ou des loyers modérés. Alors, sur notre métropole, peut-être pour vous qualifier un peu, hein, l'offre disponible, on a le Solilab qui accueille beaucoup d'acteurs, notamment sur la partie création, primo-développement, les acteurs de l'ESS. À côté de ça, sur l'île de Nantes, Laurence le rappelait, il y a la Samoa, qui est un aménageur qui a développé tout un panel de solutions transitoires. Et encore à côté de ça, on a un patrimoine immobilier métropolitain qui permet d'accueillir des activités en cours de création et en primo-développement, plutôt généralistes, mais qui dit généraliste dit aussi ouvert aux acteurs de l'ESS. Et donc, du coup, tout ça nous a amené à construire en fait une stratégie immobilière. Donc, on est vraiment en cours de projet aujourd'hui, mais c'est les idées en tout cas qu'on a réussi à recueillir en rencontrant les différents acteurs. C'est une stratégie qui s'appuie sur 4 axes. Le premier, c'est plutôt autour de la connaissance et du partage de l'information. Le deuxième axe, c'est plutôt orienté sur l'offre locative. Le troisième axe sur l'offre transitoire. Et enfin, le dernier axe sur l'offre d'acquisition et le déploiement des foncières du territoire. Alors, si vous voulez, on va creuser un petit peu chaque axe. Donc, le premier sur la connaissance et l'information, on s'est aperçu qu'entre les différents acteurs, on a forcément une information qui était partagée et on n'avait pas le même niveau d'information. Donc, pour nous, c'était le premier levier à actionner, en tout cas, et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est vraiment réussir à améliorer le partage de l'information sur l'offre disponible entre les différents acteurs. Partager les différentes demandes des acteurs. Aujourd'hui, on est en train de constituer un listing des différents projets immobiliers provenant des acteurs de l'ESS et on se le partage et on l'actualise régulièrement afin que dès qu'il y ait une offre immobilière qui se dégage, dont on a connaissance, on puisse assez rapidement actionner, rapprocher l'ensemble des acteurs qui sont liés par ce sujet pour mobiliser rapidement tout le monde et qu'on puisse essayer de rechercher les meilleures solutions pour les meilleurs acteurs en fonction des caractéristiques des bâtiments, en fonction des niveaux de loyer qui sont potentiellement demandés, les acteurs de l'ESS en fonction de leurs moyens immobiliers. Et donc, ça permet d'améliorer l'information et de trouver des solutions.
toujours dans ce cadre de connaître, informer, communiquer, on trouve intéressant d'informer, de rendre visible l'activité ESS auprès des différents acteurs d'immobilier privé. À Nantes, on a une instance qui s'appelle le SINA et qui regroupe l'ensemble des professionnels de la promotion immobilière et de la commercialisation. Et donc, c'est donner à voir toute l'étendue de l'économie sociale et solidaire, donner à voir les enjeux aussi que représentent ces activités-là et de pouvoir travailler avec eux, notamment sur l'offre transitoire, on y reviendra après, mais au moins qu'ils aient connaissance que cette offre existe, qu'elle peut leur donner, leur solutionner parfois des problèmes qu'ils peuvent rencontrer en matière de sécurisation de sites, de mise en avant, de préfiguration d'un usage futur sur un bâtiment. Et donc, on trouve intéressant de pouvoir faire ce lien avec eux. Un autre axe aussi, c'est mieux connaître notre patrimoine. On est des métropoles où on a un patrimoine extrêmement important. On acquiert des bâtiments dans le cadre de projets urbains. Et donc, du coup, dès lors qu'un bâtiment le permet, en fonction de ses caractéristiques immobilières, l'idée, c'est de pouvoir regarder, de rapprocher l'offre, les caractéristiques du bâtiment avec la demande et de regarder si on ne peut pas mettre en place de la location transitoire sur ce site et de trouver une solution du coup pour un porteur de projet issu de l'ESS. Donc, ce qui nous fait venir à l'offre transitoire. Donc, l'offre transitoire, nous, on l'a essayé à plusieurs reprises directement au sein de Nantes Métropole. On a pu identifier assez rapidement les points importants, en tout cas, de la mise en œuvre de cette offre immobilière. Le premier, c'était l'état du bâtiment. Souvent, on récupère des bâtiments, ils sont disponibles, mais on ne se rend pas compte forcément du montant des travaux qu'il va falloir réaliser pour permettre d'accueillir des acteurs de l'ESS. Et donc ça, c'est vraiment un point bloquant, notamment si la durée d'exploitation potentielle de ce bien est réduite. Donc, on a eu 2 expériences qu'on a dû arrêter en fait parce que il y avait un montant de travaux extrêmement important et en plus le bâtiment était amené à être démoli dans un espace-temps qui était relativement court et donc ça ne nous a pas permis de mettre ça en place. Pour autant, sur la métropole, on a pas mal d'expériences qui ont été très positives sur l'immobilier transitoire. Il y en a beaucoup qui ont été portées par, je le rappelais tout à l'heure, la Samoa sur l'île de Nantes. On peut parler tout simplement du bâtiment qui accueille le Solilab aujourd'hui. C'est de l'immobilier transitoire. C'est un des premiers tiers-lieux du territoire et qui a été mis en place dès 2014. Le Wattignies aussi. Le Wattignies aussi, qui est sur l'île de Nantes, qui a été développé dans ce cadre. On a plusieurs projets sur l'île de Nantes qui ont été mis en place et développés comme celui-là. Et donc, l'idée du transitoire, c'est vraiment mieux travailler et s'appuyer, commencer à diffuser cette culture du transitoire au sein de la métropole. On a des outils qui nous permettent d'identifier et d'étudier assez rapidement le potentiel des bâtiments pour, une fois qu'on a identifié identifié l'usage économique, on puisse, nous, après, travailler avec les différents acteurs de l'ESS pour justement trouver cet usage et mettre en place la location. Je le disais tout à l'heure aussi, l'offre transitoire, elle nous paraît intéressante à travailler au niveau du privé. Assez régulièrement, on l'a vu, il y a beaucoup d'expériences qui sont sur l'ensemble du territoire français, mais c'est vrai que ça permet d'apporter des solutions au privé et de lancer une démarche vraiment gagnant-gagnant. Les promoteurs peuvent, ça peut être une source d'économie, ça peut être une source de préfiguration de futurs usages d'un quartier. Et donc, on part du principe que les promoteurs n'ont pas forcément toujours cette information et qu'il est important de leur donner un cadre et de leur donner cette information, en tout cas, et de les accompagner dans ce déploiement de cette offre transitoire et de la travailler avec eux. Donc, c'est vraiment les 2 axes à travailler. C'est pour l'offre transitoire, nous, vraiment diffuser cette culture et la partager au sein des différentes équipes. Et après, c'est de travailler ça aussi auprès des acteurs privés, puisque eux aussi, ils ont beaucoup
de gisement, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir développer cette occupation transitoire. Après, on avait aussi l'offre locative. L'offre locative, je le disais déjà, c'était par rapport au patrimoine de la métropole qui est destiné aux différents acteurs économiques. C'est vraiment de partager cette information sur les disponibilités auprès des différents acteurs de l'ESS. C'est une information qui ne se fait pas toujours de manière aisée. Et donc là-dessus, c'est vraiment de leur donner tout le temps un état mensuel des offres disponibles pour qu'ils puissent, dès lors qu'il y a des besoins, essayer de regarder si ça peut matcher, sachant que sur le patrimoine immobilier, on a des loyers modérés par rapport au loyer de marché, et donc une offre qui peut répondre qui peut répondre aux besoins des acteurs de l'ESS. Après, toujours dans cette offre locative, on essaye de travailler quand on a des projets urbains à inscrire dans le cahier des charges une orientation ESS dans le projet urbain. L'idée, c'est de donner un niveau prix, un niveau de loyer, justement, cible, afin de pouvoir aller chercher les acteurs de l'ESS et qu'ils puissent louer les futures surfaces. Donc, ce travail, on est en train de l'expérimenter sur certains projets immobiliers. L'idée, après, c'est de pouvoir avoir une péréquation quand même globale grâce à du tertiaire qu'on va vendre un peu plus cher et qui va permettre, du coup, de louer des surfaces d'activité à des loyers accessibles aux acteurs de l'ESS. Je vous on va. Alors, je vous laisse quelques minutes, mais je pensais garder quelques minutes pour laisser des questions de compréhension. C'est vite l'offre d'acquisition. Oui, effectivement, parce que c'est un des leviers qui peut être adressé par un outil. Du coup, sur la métropole, on a une foncière qui s'appelle Novapol. Alors, elle était surtout à la base orientée sur les rez-de-chaussée actifs en quartier politique de la ville, dans les bourgs et cœurs de métropole. Alors, au début, elle était surtout orientée rez-de-chaussée commerciaux. Pour autant, cette foncière nous permet aussi de travailler des sujets ESS et donc on peut la mobiliser dès lors qu'on identifie un rez-de-chaussée pour un usage ESS. Donc ça, c'est une foncière qui existe déjà. Et donc, on est vraiment sur son déploiement. Donc, on n'a pas eu des sujets concrets ESS à ce jour. Pour autant, on commence à en avoir sous la main et on commence à les travailler, mais on est vraiment au démarrage de l'acquisition du coup de rez-de-chaussée pour un usage ESS. Et sinon, il y a une foncière qui est en cours de création. Enfin, on est sur la phase étude avec les écosolis. Et donc là, ce serait une foncière privée, enfin, portée par les écosolis essentiellement. Et donc, le schéma, globalement, on serait sur une société en commandite par action qui serait financée par une SIC ou d'autres acteurs et qui permettrait de venir financer des SCI de projets qui seraient constitués par projet immobilier. En fait, dans cette stratégie-là, l'idée, c'est aussi de passer un petit peu des réponses un peu au coup par coup, à arriver à mieux planifier aussi notre intervention, à mieux anticiper, à mieux planifier aussi notre intervention voilà, à chaque fois sur le court, moyen, long terme, pour arriver à mieux répondre forcément aux attentes des acteurs. Et il y a aussi tout un travail qui est fait avec les bailleurs sociaux, parce que c'est des acteurs aussi intéressants et importants dans les quartiers. Ouais, on a le lien avec les bailleurs et puis on est, je me permets, Laurence et Aymeric, juste de rajouter un truc, c'est qu'on essaye de développer aussi des relations hors métropole, parce que quand on est le développement ou la logique de développement de filière, il y a des coopérations territoriales à mener aussi avec les voisins. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on n'en dit pas plus. Hors métropole et à l'intérieur de la métropole aussi, sur le maillage territorial, c'est aussi un enjeu très fort qu'on a sur le territoire. On s'arrête là.
Alors non, mais c'est top, c'est juste qu'on pourrait, moi ça tiendrait qu'à moi, d'ailleurs je l'ai fait en préparation, je pourrais vous écouter des heures les uns et les autres. Mais malheureusement, le temps nous est compté. Mais effectivement, le cas de la métropole nantaise illustre quand même le cas, et c'est pour ça que c'était intéressant d'introduire comme ça, de la plupart des métropoles, hein, qui ont quand même un certain nombre de politiques publiques quand même pas mal engagées dans le domaine. Alors, on en a d'autres qui, par ailleurs, j'aurais souhaité avoir le témoignage de la métropole de Toulouse, mais finalement, a moins cette nécessité d'intervenir justement parce qu'on a des foncières solidaires qui sont peut-être plus développées. Et je reviens sur le cas nantais qui illustre bien finalement une métropole qui a pas attendu finalement l'émergence du sujet foncier, enfin foncière qu'on va regarder un peu plus avant, pour avoir d'autres politiques publiques. Alors à tâtons, il faut assumer un peu la chose aussi, mais en tout cas essuyer les plâtres, hein, c'est quand même le rôle d'innovation sociale et j'allais dire de modulation du service public, mais qui illustre bien le fait qu'on peut faire et que même si justement on a pas mal d'autres leviers, on explore toutefois, puisque c'est votre cas, l'hypothèse d'ajouter à ces leviers-ci, et au service des différents leviers, le potentiel d'une foncière dédiée. Vous nous avez fait un peu de teasing et je pense que Maëlle pourra nous en reparler lorsqu'elle nous accueillera lors de l'Assemblée générale chez vous à Nantes. Alors j'avais prévu, c'est le direct, d'enchaîner avec la métropole de Rennes, mais elle interviendra tout de suite après, puisqu'elle est un peu dans cette même situation d'explorer encore la question de la foncière et ça l'empêche pas d'avoir des actions et des expérimentations qui l'y conduisent potentiellement ou pas d'ailleurs, on va voir. Mais je vais demander à Émine Baume pour le Grand Lyon de prendre la suite puisqu'elle devra nous quitter et ça fait bien la suite d'un des propos sur le conventionnement qui était avancé, les enjeux de conventionnement avec les opérateurs, puisque c'est là que j'attends, notamment, en tout cas, de conventionnement, de relations, pour ne pas dire de rapport de force, mais en tout cas, cet enjeu-ci qui peut se poser tant vis-à-vis de promoteurs privés classiques que même vis-à-vis d'acteurs solidaires, hein, on a par exemple à Lyon Éthique qu'on a dans d'autres territoires, notamment pour le fil des interventions à venir, faire le lien en creux avec l'enjeu qu'on peut avoir à s'impliquer un peu plus avant, qui dans une foncière publique sera un peu le témoignage de la métropole de Strasbourg ou qui avec une foncière solidaire, en étant plus partie prenante, ce sera le témoignage de la métropole de Bordeaux. Et donc, petit accro à notre déroulé prévu, je passe la parole à Emeline Baume pour la métropole du Grand Lyon. Ouais, merci les Rennais. Il y a eu un petit bug et du coup, voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, pour poser le décor, donc la métropole de Lyon qui est adhérente, enfin jadis le Grand Lyon, on est une métropole, donc on est aussi un département. Ça dit pas mal de choses de l'ESS aussi, parce que du coup, on a vraiment un gros sujet insertion. On est adhérent du RTES depuis pas mal de temps. Il y a eu une approche assez particulière immobilier et foncier. Je vous le fais rapidement. En 2019, donc on n'était pas encore une majorité gauche écolo. Il y a eu un diagnostic de fait avec Benjamin l'a dit. Donc c'était l'époque French Impact avec éthique entre autres. Et donc à l'époque, en 2019, on a sourcé les besoins des acteurs de l'ESS. Petite pause ici et en réaction à ce que disait Nantes. Nous, on a au moins, donc suite à ça, bon, forcément, hein, le diag, c'est toujours la même rengaine. C'est en gros, on veut du tertiaire abordable. À l'époque, il n'était pas trop question de locaux d'activité, on va être honnête.
point, et essentiellement dans la zone centre, parce que celles et ceux qui ont une envie d'agir, d'entreprendre en ESS sont pour la plupart des gens qui me ressemblent, des CSP+, blanches, qui ont la chance d'être acculturées aux enjeux auxquels notre société doit faire face. Il y avait un peu un sujet QPV, donc je vous amène un outil. Je suis présidente d'une société d'économie mixte qui jadis investissait en QPV. Et bien sûr, et je pense que c'est une grosse erreur, on disait: «Oh bah, l'ESS, on n'a qu'à aller les mettre en QPV avec les bailleurs sociaux au fin fond». Enfin, la métropole de Lyon, c'est presque 1 600 000 habitants, hein. C'est très, très dense, c'est très, très vaste et pas, en tout cas, pas encore hyper bien desservi par les transports en commun. Donc, aller mettre un jeune entrepreneur en ESS au fin fond d'un QPV, vous allez voir ce que ça donne. On arrive en responsabilité et on a 3 enjeux. L'enjeu de l'entrepreneuriat, donc accompagner toutes les envies d'agir et donc accompagner le parcours immobilier des entrepreneurs, que ce soit des anciens de l'IAE, hein, pour ne pas les citer, Envie par exemple, ou des nouveaux qui portent des scopes ou des cycles. Je vais vous citer des exemples que vous avez dans vos territoires, mais je pense aux consignes, à la dynamique de consignes par exemple, ou aux logiques couches lavables, seconde main textile, etc. Deuxième sujet, accompagner et visibiliser des dynamiques collectives. Donc ça, derrière, on met le mot lieu totem. Et pour le coup, là, donc sur le premier point, sur le parcours immobilier, je vais tout de suite illustrer. On est, comme disait Benjamin, essentiellement dans ce qu'on appelle de l'urbanisme négocié, c'est-à-dire que dans nos PUP, dans nos ZAC, dans toutes les opérations publiques, avec les SPL aussi, parce qu'on a 2 SPL sur la zone centre, une à Confluence et une à Pardieu, on négocie du mètre carré abordable, tertiaire et productif pour ces acteurs-là. Donc, dit autrement, c'est du rapport de force avec les promoteurs immobiliers. Voilà. Et on se le permet parce qu'on est la métropole de Lyon. Je vais citer 3 communes qui sont membres du RTES, Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Lyon, qui sont membres du territoire de la métropole de Lyon. C'est pas nécessairement possible, eux, frontalement. C'est bien parce que on a la main sur pas mal d'opérations qu'on peut se permettre d'aller dans ce rapport de force-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est un moment et c'est pas pour toujours. Et ce moment, il va durer jusqu'à 2026, 27, 28, mais avec la loi 3DS et d'autres outils, on arrivera à faire plus et mieux. On a un enjeu de dynamique collective. La dynamique collective, c'est de visibiliser. C'est pour ça que je suis désolée, j'ai été caricaturale, mais j'ai parlé des bailleurs sociaux et des QPV. Pour moi, si un acteur du textile seconde main, si un acteur de la réparation n'est pas sur un linéaire commercial attractif, il ne tournera pas, il ne fera pas son modèle économique parce qu'il n'y aura que Maëlle et Emeline pour aller les voir au fin fond de son quartier et aller lui acheter des fringues pour leur fille. Voilà, on est là pour transformer notre modèle de société, donc on est là pour que elles et eux soient sur des gros linéaires commerciaux et visibles et dans des endroits que moi, à titre personnel, je déteste, des centres commerciaux, etc. C'est-à-dire là où il y a du flux d'achat et là où a priori, les consommatrices et consommateurs iront parce qu'ils ont compris que leur acte d'achat a de l'impact. Pour ça, nous, on utilise ce que Nantes citait aussi, le levier de l'urbanisme transitoire. Donc, parce que quand on dit dynamique collective, il y a collectif. Donc, on accompagne des collectifs d'acteurs par filière, la filière alimentaire, la filière textile, la filière bâtiment, pour qu'ils se regroupent et coopèrent et agissent ensemble, donc portent des modèles d'affaires ensemble. Et bien entendu, on leur propose des lieux pour être ensemble et des lieux à pas cher pendant 5 à 6 ans en urbain transitoire, en attendant d'avoir des lieux définitifs. Parfois, il arrive que l'urbain transitoire se transforme en définitif, mais parfois pas. Mais ça leur fait le début, ici je peux le dire, chez moi je suis obligée de parler de pôles de coopération, mais c'est le début des pôles territoriaux de coopération économique. Troisième levier et troisième sujet, l'enjeu de la multipolarité. J'insiste lourdement, moi, en tant que vice-présidente, pour que tout ne se passe pas dans la zone centre bien desservie avec, je suis très, très dure, mais avec les bobos, et que entreprendre en ESS, ce soit partout possible et efficace, donc répondre à un besoin peu ou mal couvert,
Et donc, créer en fait des polarités, faire ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, voilà. Nous, on est sur un territoire où vous avez de la zone dense, mais vous avez encore des villages. Donc, dans les linéaires commerciaux des villages, on est de l'ESS, c'est tout à fait possible, par exemple. Et donc, pour ça, on utilise aussi bien donc une société d'économie mixte patrimoniale. Donc, on rachète des locaux, pour faire très simple, que je préside. On va discuter avec les bailleurs sociaux, mais moi, ma difficulté avec les bailleurs sociaux, c'est que leur locataire du rez-de-chaussée, il fait le modèle économique de la régénération du bâtiment. C'est pour ça que je trouve pas ça super chouchou, parce qu'en général, ils sont sympas avec la métropole pour les 2 premières années de loyer, puis après, ils gonflent le loyer et ça me va pas du tout. Donc, je préfère qu'on utilise la SEMPAT. Et on va discuter aussi, parce qu'elles sont en train d'arriver plus et mieux sur le territoire, avec les foncières solidaires, la foncière Emmaüs, Éthique, j'oublie toujours le nom quand j'en ai parlé avec Benjamin, je les ai toutes citées, on les a vues en marge du CIMI, c'est un salon de l'immobilier à Paris. Donc voilà, parce que je pense qu'on a besoin de travailler plus et mieux avec elles et eux. Moi, ce que j'ai noté dans l'évolution de posture des acteurs de l'ESS, c'est d'abord, et c'est génial, c'est qu'ils lèvent vraiment beaucoup plus le doigt vers l'acteur public en disant, voilà, on est en développement, on a besoin de mètres carrés logistiques, productifs, de tertiaire, et ça, c'est super parce que ça nous permet de mettre à jour notre DIAC de 2019. Et je pense que tous les territoires doivent le faire, d'être au clair sur les besoins pour accompagner la croissance des organisations de l'ESS, c'est vital. Les besoins pour accompagner l'envie d'agir et l'entrepreneuriat, en général, on a à peu près toutes et tous les outils. Moi, je trouve qu'en termes d'outils, le PLUH, il va comme il est. Il n'y a pas besoin d'un zonage particulier. Par contre, il faut, j'insiste et je termine là-dessus, il faut créer le rapport de force avec les acteurs de l'immobilier commercial parce que c'est maintenant qu'on a besoin d'accompagner la croissance de l'ESS. C'est vraiment maintenant, c'est pas dans 5 ans. Et ça marche en négociation. Voilà, je ne sais pas si on peut comparer de la donnée, enfin du coût mètre carré, mais en gros, moi, ce qui m'intéresse, on est sur un territoire où pour du tertiaire, on peut facilement aller à du 200-250 € du mètre carré. Et nous, on veut être à du 50 à 70 € du mètre carré. Donc, on leur demande un énorme effort, énorme. Et pour l'instant, ça marche. À votre dispo, si besoin. Il y a peut-être Alban de Rien, un des chargés de mission, chef de projet ESS, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est connecté. Je ne sais pas, là, je ne le vois pas, mais voilà, à votre dispo maintenant, tout de suite ou plus tard. Alors, c'est ce que Ou à j'allais la dire. limite. Il nous reste 5 minutes d'échange de questions. Donc, si tu veux apporter un complément ou si on a quelques questions de la salle, je le fais là tout de suite puisque tu nous quittes avant les échanges conclusifs. Donc, j'allais dire, si c'est pour avoir une réponse d'Emeline Baume, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Ou sinon, revenez à l'AG pour la croiser. Alors, est-ce que je vois des mains Il y a un sujet BRSA. Donc, on a Vas-y. commencé à le travailler, mais il y a une petite fin. En fait, je ne sais pas d'où est Nadir, mais la réponse est dans la question, c'est-à-dire que ça va pas, le BRSA, c'est de la micro-activité productive. Enfin, on doit lier le sujet aux logements qui sont au-dessus. Donc, c'est jamais des grandes surfaces. Mais oui, on le travaille, nous, avec, pardon, j'ai oublié de le dire, mais on a une foncière Habitat, et donc qui est pilotée par mon collègue Renaud Père. Et donc, on travaille la convergence. Mais ça ne semble pas si intéressant que ça, parce qu'on a l'outil Société d'économie mixte patrimoniale que je préside, j'aurais dû le dire, mais dans laquelle on a la plupart des communes du territoire, plus la caisse d'épargne, plus la banque des territoires. Donc, avec cet outil-là, on mobilise déjà pas mal, beaucoup de mètres carrés. Mais je suis preneuse d'un retour d'expérience s'il y a une collectivité qui allait un peu plus vite sur le BRSA. Je rebondis sur le BRSA puisque la question a été dans plusieurs échanges et effectivement, il y a un effet d'annonce ou une actualité puisqu'on a un décret. Alors, c'était dans la loi 3DS, mais en tout cas, le décret est sorti là tout récemment. Donc, malheureusement, la réalité avec la temporalité du foncier, dès lors que ça remet en cause, pas nécessairement négativement, mais en tout cas, ça impacte même jusqu'au montage financier d'une opération immobilière, qui est un sujet qui se traite finalement en amont. Les acteurs les plus avancés qui saisissent aujourd'hui du BRSA
vont pas signer a priori leur premier baux avant quelques années. Mais j'ai noté de plusieurs témoins et je note de nos côtés aussi les lignes d'intérêt. Notamment, vous avez un bel OFS en SIC avec un mandat de SIEG, tout ce qui intéresse le RTS. Donc, si vous souhaitez avancer avec d'autres collectivités sur le BRSA, je pense qu'on montera un petit groupe de travail ad hoc. Mais je le dis d'ores et déjà, n'attendez pas des témoins suivants, des témoignages et des retours d'expérience plus avancés, puisque c'est encore un sujet qui est trop neuf. Voilà, pour doucher quelques attentes, j'espère pas, pour cet échange. Eh ben, merci Emeline. Est-ce que je vois d'autres mains? Je ne sais même pas regarder les mains. Non, je ne crois pas. Eh bien, dans ces cas-là, je vais passer la parole à la métropole de Rennes, qui, a priori, sauf comme Nantes, a finalement être un peu plus avancé que ce que j'avais prévu sur l'hypothèse de la structuration d'une foncière, quelle que soit sa forme. N'a pas encore d'outils dédiés, mais partage ses réflexions et il va nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont expérimenté également, qui peut les amener dans cette voie ou qui nourrit leur intérêt pour ces hypothèses. Voilà, et je vous laisse poursuivre. C'est à vous, Rennes. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour vous reposer un petit peu le cadre sur Rennes Métropole, on a une politique ESS dédiée depuis 2015. Et donc, c'est sur le précédent mandat qu'on a effectivement pris le temps de structurer cette politique qui était surtout dédiée à l'accompagnement des porteurs de projets. Et sur ce mandat présent, l'idée, c'est de poursuivre cette ambition politique, mais en mettant l'accent plus fortement sur la question du foncier, puisque comme à Nantes Métropole, en fait, on a le constat qu'on a des porteurs de projets qui sont bien accompagnés, qui arrivent à expérimenter. Et quand il faut passer à l'étape d'après, à créer, se lancer, en fait, ils n'arrivent pas à se lancer parce qu'en fait, ils n'ont pas les locaux. Et puis, comme de nombreuses métropoles, Nantes l'a dit aussi, il y a une telle attractivité sur le territoire qu'en fait, les acteurs économiques, ESS ou pas d'ailleurs, ont déjà des difficultés à trouver des locaux disponibles. Donc, du coup, souvent, les ESS passent après ou n'ont pas les moyens d'y accéder. Et encore une fois, là, on se retrouve dans une situation où c'est très tendu. Donc, la réponse qu'on essaie d'apporter à ça sur le territoire, donc on n'est pas très innovant, on est aussi sur la question du transitoire. En fait, à partir du moment où on a un bâtiment qui est disponible, qui va être détruit, mais pas tout de suite, on y met des acteurs de l'ESS. On arrive à bien travailler avec la ville de Rennes, où auparavant, c'était surtout les acteurs associatifs, mais que j'englobe. Enfin, ils font partie de l'ESS, mais plutôt sur le volet VIASU et pas avec ce côté développement économique moins développé, où là, l'idée, c'est que l'appel à projet, en fait, a été fait avec les deux collectivités, à la fois Ville de Rennes et Rennes Métropole. Et ce qui est chouette, c'est que ça a permis de créer des ponts et de mieux travailler avec la Ville de Rennes et puis de partager notamment sur les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Mais c'est pas que, effectivement, dans les opérations d'aménagement, notamment par le territoire qui est notre SEM, dès qu'il y a du foncier, de l'immobilier disponible, plutôt que de le laisser à l'abandon, on y met du transitoire. Ça a un intérêt effectivement de préfigurer l'usage du lieu, mais aussi de commencer à créer du lien entre les habitants et d'expliquer le projet plutôt que de poker un projet un peu neuf comme ça et de voir un peu comment il vit. Je passe rapidement sur le transitoire. Je suis plutôt satisfaite de ce que ça crée. J'apporterai quand même un point de vigilance sur ce que moi j'appelle les fausses bonnes idées. Ça rejoint ce que disait Nantes aussi tout à l'heure sur attention, parce que quand il y a des travaux de rénovation, si le bâtiment va être détruit après, ça ne vaut pas toujours le coup. Il faut être aussi vigilant sur tout ce qui est ERP, tout ce qui est sécurité et incendie, où nous, sur un bâtiment, on était prêts, on avait les conventions, etc. Et en fait, on s'est pris 6 mois de retard parce qu'on n'avait pas réussi à désigner qui serait la personne en charge de tout ce qui est sécurité et incendie. Donc voilà, c'est des petites choses à avoir en tête. Et donc, j'en profite pour faire le lien avec notre projet, le projet phare du mandat que sont les halles en commun.
Donc en fait, c'est sur le territoire de Rennes, il y a un ancien site industriel où l'entreprise est partie, donc la collectivité a décidé de le racheter pour le réhabiliter. Et dans l'ensemble de cette parcelle, il y a une partie, une halle qui fait 5 000 m² qui va être réhabilitée pour être dédiée à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc dans ce projet-là, on a une partie transitoire où progressivement, en fait, le temps qu'on fasse des travaux sur le définitif, il y a du transitoire qui est en place. Et une fois que le définitif est prêt, le transitoire va disparaître. Et donc là, on est vraiment sur le modèle, le transitoire nous permet de préfigurer l'usage du lieu. Et puis, les acteurs qui sont dans le transitoire nous aident à réhabiliter le lieu définitif en fonction de leurs besoins, au niveau des volumes, au niveau du fonctionnement, mais aussi au niveau du collectif, comment les acteurs arrivent à travailler ensemble, qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, pour que demain, on espère en tous les cas que dans le définitif, ça fonctionne. Et se pose la question dans le définitif de finalement, comment on porte tout ça, comment on arrive à avoir des loyers qui sont accessibles pour ces acteurs de l'ESS. Donc, on avait certaines personnes qui étaient à fond pour construire, porter une foncière solidaire, et puis d'autres qui n'étaient pas forcément favorables à cette idée de foncière. Donc, pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord, on a décidé de se faire accompagner par un bureau d'études pour bien détricoter tout ça et de se dire, finalement, c'est quoi le projet, comment on peut réussir à le monter, et en fonction des différents outils juridiques et financiers qui existent, et en fonction du curseur que la métropole souhaite placer dans la maîtrise du bâtiment, là, dans l'investissement, mais aussi par la suite à plus long terme, finalement, quel est l'outil qui sera le plus adapté. Donc là, on est vraiment au début de l'étude. On se fait accompagner par le sens de la ville. Mais déjà, les premiers résultats que je peux donner, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous fait prendre de la distance par rapport au projet. Ça nous fait poser des questions auxquelles on n'avait pas forcément, qu'on avait en tête, mais qu'on ne pensait pas forcément importantes à ce moment-là. Et notamment, c'est la question de bien dissocier finalement le montage immobilier de la gouvernance du lieu. Où au départ, pour moi, ça fait partie d'un tout et puis on avance. Et on se rend compte que non, en fait, c'est bien deux choses différentes. C'est que pour le moment, il faut bien poser le projet immobilier. Et une fois qu'on aura posé ça, de poser la gouvernance. Alors, les deux peuvent fonctionner ensemble, mais c'est dans la question de la maîtrise. Et à partir du moment où on a une position politique qui dit, nous, on veut garder la maîtrise du bâtiment parce qu'on vient financer les travaux, faut bien se mettre d'accord avec les acteurs qui vont utiliser le bâtiment demain sur cette gouvernance et sur le qui décidera. Voilà ce que je peux apporter. Merci Noémie. Je ne sais pas si Sébastien Carré voulait compléter. Mais sinon, ça nous laisse du coup le temps des questions. Non, pas de complément à ce qu'a pu dire Noémie. Merci. Merci à toi, Sébastien. Ah si, je peux peut-être compléter deux petites choses, pardon. Dans le projet qu'on mène, on a la chance que le projet soit financé dans le cadre du PIA France. J'oublie toujours les noms des appels à projets, je suis désolée. En tous les cas, il y a des fonds de l'État. Et ce qu'on a mis dans notre cahier des charges, c'est d'une part pouvoir avoir une boîte à outils des différents outils qu'on pourra mobiliser pour monter ce projet-là. Et on a une autre étude qui est lancée sur la question du transitoire, sur les questions à se poser, et à terme d'avoir une espèce de guide sur le transitoire, comment on fait, quelles sont les bonnes questions à se poser. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on espère que ces outils qu'on va pouvoir déjà obtenir à Rennes Métropole, c'est de pouvoir les diffuser demain pour que si une collectivité se pose la question du transitoire et de se dire, avant de se lancer dans ces questions transitoires, quelles sont les bonnes questions à se poser en amont et un petit peu la liste à checker pour être sûr de ne pas passer à côté de choses techniques. Donc, on espère pouvoir vous les partager prochainement. Oui, j'allais dire, et tu es au bon endroit pour en parler, puisque je pense que c'est évidemment éminemment dans la mission du RTVS que de se faire fort de partager ces ressources dès lors que vous aurez pris sur vous d'explorer. Alors, explorer ces voies, non, tu le disais toi-même, on n'innove pas en faisant du transitoire. Je pense que tout le monde innove un peu en faisant du transitoire, même si c'est une innovation qui commence à être un peu partagée. Mais c'est jamais assez documenté. Et puis, comme on est sur une dynamique nouvelle,
Les publications récentes font encore ressortir des retours d'expérience qu'on n'avait pas encore assez de recul pour avoir. D'ailleurs, on le voit pas mal, hein, la dynamique autour des tiers-lieux, elle se nourrit quand même beaucoup du transitoire. Ça fait écho aussi à l'enjeu ou l'opportunité de cet échange aujourd'hui. L'idée, c'est aussi un peu d'avoir du côté des collectivités le retour d'expérience pendant que sont en train d'avoir les acteurs justement du transitoire, des tiers-lieux, de l'ESS, puisque eux-mêmes, jusque-là, ont exploré, expérimenté avec les collectivités, se structurent, et c'est en ça que, parce que le RTES est partenaire, on travaille ensemble et on a une visibilité sur ces ressources-là. Mais du coup, des acteurs de l'ESS se structurent, font leur retour d'expérience. Et l'objet, alors en lien avec leur collectivité respectivement, mais du coup, l'objet, c'est d'avoir un peu le travail pendant de centralisation du côté collectivité, donc par le RTES, et d'être à la page. Mais c'est aussi pour ça qu'on relaie volontiers les guides et les outils qui partent des acteurs, puisque sachez qu'ils sont d'ores et déjà nourris, certains s'en surprennent agréablement, sont déjà nourris des retours que vous nous faites, puisqu'on travaille entre têtes de réseau. Je meuble pour faire émerger les questions. Alors, je vois une main levée du côté de Marseille, c'est ça? C'est ça, Laurent Boy. Je travaille donc à la direction de développement économique à la ville de Marseille et sur les questions liées à l'ESS. Donc, on est récemment adhérent au RTES. J'aurai le plaisir de lever le coude avec vous à Nantes le 6 et 7 juillet prochain. Mais du coup, j'ai deux questions. Benjamin, tu évoquais une belle expérience d'OFS avec un SIEG et tu penses à quelle expérience? Et enfin, deuxième question, les avantages comparatifs d'avoir une foncière publique ou une foncière responsable. Si on a des retours d'expérience aujourd'hui autour de la table, j'en serais très heureux. Merci. Alors, c'est vrai que du coup, c'est moins Rennes qui est interpellé. Alors, le belle expérience de foncière en SIC avec un SIEG, c'est l'OFS du Grand Lyon. On n'en parle pas tant là aujourd'hui, puisque du coup, on est sur une foncière, certes, qui s'inscrit elle-même dans l'ESS, mais dont la finalité est le logement, puisque c'est une solution complémentaire du logement social qui est porté par l'ESS. Mais c'est des choses qu'on regarde et qu'on documente aussi du côté du RTES, parce qu'il n'est pas exclu que ça puisse servir des réflexions sur des foncières. Et ta seconde question sur les retours d'expérience, là, je laisserai intervenir. Alors, d'expérience très aboutie, c'est là où je pensais faire intervenir la métropole de Strasbourg, puisque on a quelques foncières solidaires qui maintenant commencent à essaimer dans vos territoires, pas de Strasbourg, pardon, de Toulouse, qui, je pense à Belleville par exemple, mais qui sont très présentes à Toulouse, à tel point que c'est pas tant une question qu'a à se poser la métropole le levier foncière. Elle a d'autres problématiques, enfin, d'aide immobilière et d'autres réponses qu'elle apporte, mais pas tellement sur ce volet-là, parce que justement, voilà, donc c'est pour ça que je voulais avoir le retour d'expérience, et je pense qu'on l'aura dans d'autres travaux, puisque l'élu toulousaine est active au CA du RTES. Mais c'était une intervention peut-être moins qui cadrait moins là, dans la mesure où l'idée c'était de documenter, d'interroger les politiques plus actives. Voilà, donc l'intervention aurait été intéressante pour son appréhension de l'action des foncières solidaires sur le territoire, mais il revenait peut-être moins à la métropole de s'exprimer sur ces projets-là, qui sont finalement pas mal d'initiatives privées et de conduite privée. Mais c'est là que je fais le teasing, mais pour mettre la pression à la métropole de Bordeaux, qui a dû regarder ça un petit peu plus, puisque elle nous dira qu'est-ce qui l'amène à prendre part finalement à une foncière solidaire. Donc, je pense que ce sera nécessairement, j'imagine, nourri d'autres retours d'expérience positives, mais
Elle va nous en parler. Avant ça, à moins que je vois d'autres mains levées, mais on est bon et ça cadre avec mon petit timing. Je vais inviter du coup l'Eurométropole de Strasbourg, donc Benjamin Soulet à intervenir. Là, on n'est pas sur un retour d'expérience de foncière solidaire tant que ça, que le retour d'expérience de mobilisation d'une SEM. Alors, dans les publications du RTS, on avait déjà documenté notamment un exemple à Nanterre, en lien avec éthique, mais c'est une SEM qui est une opération parmi d'autres. Là, Benjamin Soulet nous dira qu'il y a une mobilisation qui est particulière. Et pour cet échange, l'objet, c'était quand même d'avoir l'illustration d'une foncière publique, notamment pour ne pas laisser entendre qu'au RTS, on roule que et nécessairement pour une réponse qui serait la foncière solidaire parce que c'est animé par des acteurs de l'ESS. L'objet, c'est la finalité, locaux ESS. Après, si ça mobilise des acteurs de l'ESS, la boucle est bouclée, mais pas nécessairement. L'objet, c'est vraiment de montrer plusieurs leviers pour les collectivités, mais qui effectivement passent un peu le Rubicon, pas seulement de conventionner, de négocier avec des acteurs, et c'était là l'intérêt du témoignage, notamment de Lyon, de montrer que des fois, ça peut être punchy, mais d'illustrer ce qu'il en est quand on passe aussi soi-même indirectement du côté promoteur aménageur. Et donc, je laisse la parole à Benjamin Soulet pour l'Eurométropole de Strasbourg. Ou tout autre intervenant. Benjamin. Micro. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir témoigner aujourd'hui sur l'exemple strasbourgeois et de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, on parlera à plusieurs voix. Moi, en tant qu'heureux, j'ai envie de dire heureux président de la LOCUSEM, cette foncière qui travaille depuis 2010 sur notre territoire. Je suis en présence de notre seul, unique salarié, mais non moins célèbre, Bernard Mater, notre directeur général qui pilote la LOCUSEM, et à distance également notre collègue Antoine Dubois, qui je crois va devoir partir bientôt, qui est vice-président à l'économie sociale et solidaire à l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, on parlera aussi plus particulièrement d'un projet qui nous réunit aujourd'hui d'économie sociale et solidaire, le projet Kaléidoscope, de tiers-lieux transfrontaliers dédiés à l'ESS, et comment la LOCUSEM a pu accompagner, je dirais, l'émergence de ce projet. Moi, peut-être quelques mots en introduction sur ce qu'est la LOCUSEM. Ça fait écho aussi à l'exemple de Lyon. Je crois qu'on a quelques points communs également. Donc, LOCUSEM, une SEM qui existe depuis lancée en 2010. Donc elle est plus récente que le réseau RTES. Elle est portée effectivement à majorité par des capitaux publics de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et on a aussi des banques, la Caisse des dépôts, la Banque du Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, la Banque populaire, Crédit coopératif, et aussi deux bailleurs sociaux importants sur notre territoire, OFEA et Habitation Moderne. Alors, clairement, c'est un outil. Moi, j'ai une délégation en tant qu'adjoint à Strasbourg à l'équité territoriale, à la politique de la ville également, mais plus largement, je dirais, à l'équité territoriale, délégation axe qui est aussi très portée à l'Eurométropole de Strasbourg, et qui consiste en quoi? Qui consiste à rééquilibrer un peu notre territoire, à réorienter nos investissements vers les quartiers qui ont le plus de besoins, et notamment les quartiers politiques de la ville, évidemment. Et j'ai envie de dire avec le paquet, pour équilibrer un territoire très, très inégalitaire. Alors, la LOCUSEM, par son action, ses objectifs, c'est vraiment, je dirais, un outil au service de l'équité territoriale, un outil très puissant qu'on a recapitalisé dès notre arrivée en 2020 pour lui donner plus d'ampleur. C'est un outil qu'on travaille à renforcer. Et qu'est-ce qu'il fait c'est une foncière qui aujourd'hui, pour faire court, à 20 000 m² de locaux sur le territoire de l'Eurométropole. Alors aujourd'hui, très concentré dans la ville de Strasbourg, mais on commence à avoir nos premiers projets dans d'autres communes du territoire métropolitain. Une foncière qui développe à la fois, qui aide, je dirais, au développement de commerce, d'équipements, de services dans les quartiers politiques de la ville, mais pas que,
mais pas que. Donc, on a quelques exemples. On développe aujourd'hui, c'est la première fois, un projet de maison urbaine de santé dans le QPV de l'Elzo. On a aussi porté des supermarchés dans des quartiers des Normas. On a aussi des boulangeries, des pharmacies. On travaille avec des opticiens. Aujourd'hui, dans un quartier de l'Elzo, on aide un quartier qui n'a quasiment plus aucun commerce. On aide à faire réinstaller un supermarché, une maison urbaine de santé, une boulangerie, un distributeur de billets. Voilà, donc on est vraiment dans cette aide je dirais, à faire en sorte que dans tous les quartiers de Strasbourg, on ait accès, on ait le droit à la ville vraiment pour tout le monde. Et c'est un outil qui permet vraiment de développer les choses là où le privé ne va pas, sur des montages qui sont souvent très complexes. Et là, l'OQSEM est souvent vu comme le couteau suisse qui peut des fois essayer de sortir des opérations qui ne seraient pas sorties par ailleurs, mais je sais que Bernard est toujours très vigilant à ce que chaque projet soit équilibré. On est une SEM qui a un modèle économique rentable, qui marche, et ça, c'est au niveau national, c'est important de le dire. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui répond à notre feuille de route économique, à notre feuille de route politique de la ville. Donc pour moi, en tant que président, par rapport à mes délégations, c'est vraiment intégré. Je dirais, donc, et pour finir, aujourd'hui, voilà, il y a un seul salarié. On travaille avec beaucoup de partenaires, de prestataires, locaux ou parisiens, mais là, l'objectif, c'est bien de recruter encore, cette année, encore au moins un salarié pour commencer, d'autonomiser et de faire vraiment de cet outil le bras armé de la collectivité et de ses partenaires sur ce développement de l'offre commerciale et de services. Voilà, c'est une extension du service public, cette société d'économie mixte, hein, on le voit comme ça en tout cas, et c'est aujourd'hui une petite structure, peut-être en termes de chiffre d'affaires, mais avec des potentiels d'investissement qui sont importants. Et s'il le faut, on recapitalisera encore plus tard, s'il faut encore renforcer. Mais voilà, une société en plein développement, à la fois de façon territoriale aussi, pour investir les 33 communes de notre territoire. Bon, voilà en quelques mots d'introduction, mais je vais passer la parole à Bernard qui pourra en dire plus, et notamment parler du projet Kaléidoscope. Tu as tout dit? Ah non, non, simplement dire que l'OQSEM, c'est vrai, existe depuis 2010, hein, donc on a un certain recul quand même, 13 années. Comme tu l'as rappelé, il y a beaucoup de banquiers. Il y a beaucoup de banquiers dans le capital. Donc, évidemment, l'Eurométropole de Strasbourg ont la majorité. Le deuxième actionnaire derrière les collectivités, c'est la Caisse de dépôt. Après, il y a la BFCM, la Caisse d'épargne, les banques populaires, et j'en passe. Alors, la présence des banquiers est quand même a permis peut-être à l'outil d'être pérenne, parce qu'il y a un comité d'investissement, j'en parlerai tout à l'heure, mais il n'y a pas de péréquation chez nous. Toutes les opérations, en tout cas, on le tente, et j'ai rééquilibré celles qui n'étaient pas. Il n'y a pas de péréquation, toutes les opérations sont équilibrées, et je pense que c'est un peu le mixage du public-privé qui a fait la réussite de l'OQSEM, en ne voyant peut-être pas le dossier uniquement à travers l'aspect politique, mais également en y pensant du côté économique. Alors, en ce qui concerne l'exemple, c'est l'ANRU qui nous a dit, l'ANRU, le fonds d'investissement ANRU, qui était assez intéressé par la OQSEM, on en parlera tout à l'heure. Il disait qu'il y avait beaucoup de foncières à l'époque, hein, il y a 2-3 ans, sur le territoire, mais que c'était la seule qui avait des comptes équilibrés, un fonds d'exploitation positif. Sachant que je suis, ayant été très longtemps directeur d'office ou de scène immobilière, on ne peut faire du social que si on est économiquement fort. Si on est faible, on ne fait rien. Donc, le capital de la société, elle est de 14 millions d'euros. Mon chiffre d'affaires est à peu près 1,2 million, donc ce n'est pas énorme. Donc, l'objet de cette SEM est multiple. Tout d'abord, redynamiser les commerces et les activités tertiaires dans les secteurs QPV, essentiellement ceux qui sont concernés par la rénovation urbaine. Alors, évidemment, ça concerne des commerces de proximité, le secteur de la santé, le retour à l'emploi également. On s'investit évidemment également beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Alors là, il y a parfois des limites qui sont, parce qu'on en fait sans le vouloir parfois, en favorisant évidemment des associations, des SCOP,
qui poursuivent donc un but social et solidaire. Et là, on n'y est pas encore tout à fait allé vers la revitalisation des centres-villes. Et comme tu l'as dit, on va là où le privé ne va pas. Donc, en proposant évidemment des loyers les plus bas possibles, tout en assurant évidemment la viabilité de l'entreprise. Alors, le plan d'entreprise qui a été fait pour 2022-2025, suite à la recapitalisation, ça nous permet d'investir 20 millions d'investissements supplémentaires. Alors, comment on les oriente? Bon, alors, c'est très théorique, ça. C'est un tiers pour les interventions dans les PRU, un tiers dans la revitalisation des centres-villes et un tiers dans le SS. Mais bon, on fait surtout en fonction des opportunités et de la demande politique. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 20 000 mètres carrés. Dans le patrimoine, on a 4 boutiques de rapport de centre-ville. Ça a été amené en nature par la ville pour permettre le démarrage de la société. On a 3 700 mètres carrés, on a 2 opérations, des ensembles de bureaux, donc rien d'important, de 3 000 mètres carrés, qui a fait venir un bureau qui s'appelle Ingérop, un bureau d'études national sur le territoire de Haute-Pierre, qui est donc un QPV qui bénéficie de la rénovation urbaine. On a 28 lots de taille d'entreprise pour les artisans et les TPE, et on a une vingtaine de pôles de commerce dans les quartiers, souvent en remplacement de commerces qui ont été détruits. Alors, bien sûr, on a des petits supermarchés comme Aldi, Norma, ça existe, mais surtout aussi des petites boulangeries, des tabacs, des salons de thé, des pharmacies et d'autres services comme les auto-écoles, des centres d'ophtalmologie, des laboratoires d'analyse, des crèches. On a même les pompes funèbres interculturelles. Donc, c'est important parce que c'est des choses qui répondent vraiment à une demande de la vie courante de nos concitoyens. Alors, le fonctionnement de la société est assez atypique parce que le DG est le seul salarié. Bon, je fais ça, je suis encore retraité, donc ça permet un peu de compenser les choses. Alors, on sous-traite la gestion, mais très franchement, je vais vous dire que ça a une limite car on ne trouve plus de mandataires assez engagés pour faire le tout. Donc, le DG, dans ce cas-là, il est loin d'être un chef d'orchestre, il est plutôt un homme orchestre. Donc, je fais beaucoup de choses, notamment les week-ends. Donc, c'est quand même un modèle qu'il faut faire, évoluer. Donc là, on est en train d'y travailler pour internaliser un certain nombre de fonctions. Le fonctionnement des opérations, c'est d'abord le passage en comité d'investissement, qui est presque, bon, là, c'est les banquiers qui ont la parole en disant stop, quel est le marché, quel est le prix de loyer, comment on le finance, quel est l'équilibre, la rentabilité. Ensuite, on passe en conseil d'administration. Aujourd'hui, au vu de la structure légère, on n'a pas la responsabilité de la construction, on ne passe qu'en VFA ou en CPI. Bon, ça aussi, il faudra faire évoluer en fonction de l'évolution de la société qui est en cours, puisqu'un recrutement d'un DG a été finalisé et sera opérationnel à plein temps, du coup, à partir de janvier prochain. Alors, sur les montages d'opérations, alors vous me direz comment on fait, parce que voilà. D'abord, on y injecte beaucoup de fonds propres. Jusqu'à présent, on était à 40% de fonds propres, 25% de subventions à peu près, le reste en prêt bancaire. Aujourd'hui, je dois vous avouer que pour équilibrer, au moins sur le plan de la trésorerie, certaines opérations, il faut y mettre jusqu'à 50% de fonds propres. Là, on est un peu au maximum de ce que nous autorise notre pacte d'actionnaires. Je pense qu'il faudra même aller peut-être un peu, au vu du coût de l'argent, un peu au-delà. Alors, vous allez me dire, oui, mais si vous mettez plus de fonds propres, vous allez freiner votre développement. Alors, on a fait 2 opérations importantes en SAS. Donc, on a créé 2 SAS avec dont l'OQCM est actionnaire à 51%. Le restant, c'est l'ANRU à 24,5% et la Caisse de dépôt à 24,5%. Ça permet effectivement d'aller sur des opérations tout en les gérant. Où on met moins de fonds propres.
ça a l'air pas mal. Bon, c'est vrai que ça marche bien aujourd'hui parce qu'on a des interlocuteurs qui sont cohérents et qui sont avec nous. J'attire cependant l'attention sur les difficultés à gérer ce genre de choses, puisque je suis président, évidemment, ça c'est dans le cadre de la gestion globale de la société, de CSAS, mais je pense qu'on est en train de réfléchir à d'autres modèles parce qu'il faut échapper quand même à la réglementation sur les marchés publics parce qu'il faut tout mettre en concurrence et peut-être plus travailler sur des SCI. Ça, on verra dans l'avenir de la société. Alors, plus récemment, quels sont les deux opérations phares qu'on a fait? C'est d'une part ce qu'on appelle Kaleidoscope, donc là on est en plein dans l'économie sociale et solidaire, c'est plus de 3000 mètres carrés qui ont été donc fléchés vers l'ESS, par une SIC, hein, c'est géré par une SIC. Alors il y a la maison de l'emploi, il y a la chambre sociale et solidaire, il y a un certain nombre d'acteurs publics. Donc c'est en route, on a dû beaucoup les assister pour monter le programme, hein, parce qu'on a bénéficié de fonds FEDER. Ça ne va pas tout seul, hein, et donc là-dessus, aujourd'hui ça fonctionne, et bon, on est à des loyers de 85 €, on n'est pas à 50 € au niveau du loyer, sachant qu'effectivement, c'est grâce à l'action de la collectivité qu'on arrive à ces loyers, la collectivité impose des prix de vente à 1100 mètres carrés ou 1350 mètres carrés, 350 € 1350 € pardon, au mètre carré au promoteur, hein, qui doit faire ensuite la péréquation. L'autre domaine, et tu l'as cité, c'était les eaux avec un mélange entre les commerces et puis des pôles. Donc aujourd'hui, on peut estimer que c'est un outil réactif, efficace pour les commerces en QPV et pour l'ESS. Bon, il faut encore nous développer, renforcer la structure, tu l'as dit, tout en restant, attention, réactif et souple, parce que si vous commencez avec des charges de structure trop lourdes, on n'arrive pas à s'adapter à la demande et à être assez rapide, le tout en gardant une exploitation saine et bénéficiaire. Merci beaucoup Bernard pour cette synthèse en si peu de temps. Merci beaucoup Antoine. Je ne sais pas, Antoine Dubois, si tu voulais dire un mot aussi. Tu connais bien, Louis. Rapidement. Non, mais alors, si c'est rapidement, je vais juste l'écrire parce que j'étais en train effectivement de le faire et de partir. Ma synthèse, c'est juste de dire qu'il faut absolument renforcer les fonds propres de nos structures, parce que c'est ma conclusion. Je vous détaillerai un peu plus dans le message que vous lirez, mais il nous faut, à mon avis, un outil national pour une capacité d'investissement. Je sais que les coopératives commencent à le développer, mais sur les structures d'économie sociale, il nous faut des fonds nationaux pour renforcer les fonds propres des structures, parce que c'est des capacités d'investissement foncières importantes. Et on ne pourra pas toujours gagner le bras de fer avec les foncières financières qui ont une capacité d'investissement. Enfin, ça a été expliqué à Lyon, 250 contre 60 € le mètre carré. On ne peut pas lutter. Et même en tant qu'acteur économique en responsabilité, même si on sait que l'économie sociale a un vrai poids, une nécessité de cohérence sur nos territoires, il y a aussi une réalité économique qui s'impose à nous. Et on ne peut pas toujours rééquilibrer les budgets des zones d'activité et compagnie, quoi. Donc voilà. Il y aurait encore beaucoup à dire, j'aimerais encore beaucoup en dire, mais je dois filer à une autre réunion et j'avais un temps de parole limité, donc voilà, j'en reste là. Merci. Non, mais merci Antoine, j'ai bien noté peut-être l'enjeu d'un fonds national pour renforcer les actions des collectivités lorsqu'ils se lancent dans les outils fonciers, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés solidaires, et je t'invite à relancer cette idée-là lors de la prochaine AG du RTES. Merci à toi. Eh bien, merci à l'Eurométropole de Strasbourg. Alors, qui illustre bien, c'est la relativité des retours d'expérience, mais c'est aussi pour se donner confiance quand on démarre de loin parfois. C'est que même avec 10 ans d'expérience sur une SEM, un outil qui est quand même plutôt bien expérimenté sur d'autres missions, l'Eurométropole de Strasbourg, elle travaille encore à sa structuration, puisque comme c'était dit par son DG, aujourd'hui l'essentiel des missions sont externalisées, mais justement pour
pour que ce soit un outil adapté aux politiques publiques, c'est une réflexion, cette externalisation. A une autre réponse, du coup, est celle de la foncière solidaire, mais où là aussi, je pense l'exemple de la métropole de Bordeaux qui va suivre, et je pense illustre en creux le fait que il ne suffisait pas d'accueillir simplement des foncières solidaires sur son territoire. La collectivité a moyen d'être d'autant plus partie prenante, et je fais tranquillement la transition avec du coup la métropole de Bordeaux qui s'exprime, je crois, aussi à plusieurs voix. Tout de suite. Oui, pour Bordeaux, bonjour. Donc, Alain Garnier, vous m'entendez bien? C'est OK? Oui. Oui, donc Alain Garnier, donc moi je suis à la fois maire d'une des communes de la métropole de Bordeaux et vice-président ESS. Donc, bien sûr, j'interviens à ce titre-là. Puis Julie Brunner, qui est la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine, va s'exprimer plus longuement, je pense, que moi. Donc, l'état d'esprit, c'est que nous avons voté une feuille de route ESS en juillet 2022, et dans l'état d'esprit, il y avait la notion de co-construction avec les acteurs, qui pour nous était très importante. Et dans l'esprit de la feuille de route, il y avait 4 éléments: coopérer, changer d'échelle, innover, expérimenter et s'implanter. Et donc, naturellement, dans s'implanter, a découlé assez naturellement, à la suite d'une étude qui avait été lancée par notre acteur de l'innovation sociale, Atis, à Nouvelle-Aquitaine, la notion donc d'une foncière dédiée à l'ESS, dans laquelle la métropole de Bordeaux pourrait initier tout d'abord une association de préfiguration et ensuite une capitalisation. Donc là, on est dans la phase où on a donc l'association de préfiguration a été est active. Donc Julie Brunner donc dirige maintenant l'association, et salariée de l'association qui donc a été fondée par Atis, Adopte un projet et France Active Nouvelle-Aquitaine. Donc cette foncière, c'est vraiment une foncière ESS par et pour les acteurs de l'ESS, c'est le choix que nous avons fait, enfin qui est les consignes, on va dire les orientations qui sont données à cet assaut de préfiguration, et le format qui s'oriente vers un format de SIC et de SCA pour la partie financière. Nous avons aussi d'autres. Donc, l'idée, c'est de coopérer aussi, de voir comment on peut travailler en complémentarité avec d'autres opérateurs fonciers immobiliers. On a notamment Incité, dont le président d'ailleurs est Stéphane Pfeiffer. Je ne sais pas s'il interviendra aussi, il nous suit toujours, donc qui est président d'Incité et adjoint au maire de Bordeaux. Il est en charge de l'ESS, vous le connaissez bien, au RTES aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est de voir comment on peut travailler en coopération, notamment sur la partie foncière, acquisition de production de mètres carrés. Donc, cette foncière, et je passe ensuite la parole à Julie, je pense qu'elle est là, elle a 4 briques, mais notamment 3 comme on avait imaginé, qui étaient l'accompagnement à la stratégie foncière patrimoniale, donc des acteurs de SS. L'autre brique qui est l'agence immobilière solidaire pour ces mêmes acteurs, pour repérer tout ce qui existe sur leur marché, le marché immobilier de l'ESS et les orienter. Et puis, donc, la production, l'objectif de production de mètres carrés. Bordeaux Métropole envisage aussi d'investir, donc de capitaliser à hauteur de 1 million d'euros la structure, et puis, bien sûr, de s'intégrer dans la gouvernance avec une personne, une voix aux côtés des autres financeurs, qui pourraient être la Banque des Territoires, le PA Euratlantique, la région Nouvelle-Aquitaine et d'autres. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, si Julie peut prendre la suite et vous dire où nous en sommes de cet assaut de préfiguration et des orientations. Oui, bonjour. Bonjour, je vais un peu faire court parce que je pense que Stéphane Pfeiffer va intervenir après pour faire le lien avec la foncière Incité. Peut-être un petit mot d'où on en est, puisque les objectifs viennent d'être présentés. Donc, on est bien en effet sur un projet qui est à la fois la rencontre des acteurs et des réseaux d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire, soit
d'échelle régionale, soit d'échelle métropolitaine, et des collectivités, en premier lieu Bordeaux Métropole, pour la constitution aujourd'hui déjà d'une association de préfiguration et qui va se transformer en société coopérative d'intérêt collectif pour porter 4 grosses missions. Je les décline un tout petit peu plus précisément, mais elles viennent d'être rappelées. Une mission, on parlait de la connaissance, et je pense que c'est Rennes, Nantes, pardon, qui a pas mal développé ce sujet. Donc, une mission d'observation et de connaissance. On a fait une forme de préfiguration d'une analyse des enjeux et des besoins rencontrés par les acteurs de l'ESS en lien avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est sur une phase un peu de structuration de cette observation avec un système de permanence. Les acteurs de l'ESS en recherche de locaux ou ont besoin de conseils et d'accompagnement s'adressent à la foncière solidaire. Ils nous déversent d'une certaine manière, ils contribuent à la connaissance puisqu'ils nous donnent des données concernant leur situation, leur parcours résidentiel passé, celui projeté, leur niveau de leurs besoins immobiliers, leur volonté ou pas de se regrouper avec d'autres acteurs de l'ESS, ça c'est ou d'autres acteurs économiques, ça c'est une notion très intéressante à suivre, et leur capacité de contribution économique dans l'immobilier pour vraiment mieux comprendre ça. La phase d'après, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir les partager avec les partenaires immobiliers du territoire, les SEM publics, d'autres foncières solidaires qui peuvent avoir vocation à intervenir, et puis de structurer une mise en lien d'offres et de demandes, comme ça a été cité sur Nantes, à partir de la structuration de cette connaissance et de l'analyse de besoins sur plusieurs années. Donc, on est un peu à la phase 2 de cette structuration. Je ne l'ai pas dit, je ne sais pas si Alain vous l'avez dit, mais la foncière solidaire, l'asso de préfiguration a été créé fin 2021 et moi, je suis arrivée en tant que première salariée, aujourd'hui on est 2, en début 2022. Donc les activités ont été lancées il y a une grosse année. Donc première mission connaissance, deuxième mission accompagnement, conseil accompagnement, soit auprès des acteurs et surtout des collectifs d'acteurs qui ont pour se regrouper et générer des coopérations économiques, stratégiques sur le territoire, souhaitent activer ce levier immobilier, habiter ensemble d'une certaine manière pour faire progresser leurs projets. Donc comment accompagner ces projets collectifs qui sont plus complexes encore que d'accéder asso par asso ou acteur de l'ESS par acteur de l'ESS à des locaux. Donc, quels outils aussi d'accompagnement de ces démarches et de ces stratégies collectives immobilières on peut penser aux côtés des outils d'accompagnement de l'ESS qu'on retrouve sur les territoires, voilà, incubateurs, pépinières, outils financiers, etc. On apporte une expertise IMO on apporte une brique IMO sur des dispositifs d'accompagnement à l'économie sociale et solidaire existants. Donc ça, c'est intéressant à préfigurer. Donc on travaille par exemple avec la CRES, avec France Active, avec Atis qui a été cité, avec la coopérative des tiers-lieux. Donc il y a des missions communes qui sont proposées aux acteurs ou aux propriétaires, essentiellement aujourd'hui des collectivités qui, sur des actifs qu'elles possèdent, s'interrogent ou ont déjà acté le fait de les orienter sur des projets à vocation sociale et solidaire. Donc, soit on intervient sur vraiment la définition de l'opportunité d'y développer des projets ESS ou comment, à quelles conditions de gouvernance économique les acteurs peuvent monter une opération. Donc, on développe ces actions déjà depuis une grosse année sur la métropole de Bordeaux et puis plus récemment là, sur Poitiers, peut-être demain Périgueux. Et depuis une grosse année aussi, on est en train de monter, on finalise une forme d'étude de faisabilité sur l'activité de montage, d'acquisition immobilière, avec une stratégie de maillage du territoire métropolitain, alors sans avoir vocation à couvrir tous les besoins, bien sûr, parce qu'il y a d'autres outils et d'autres manières de faire, mais on pense aux côtés des acteurs et des collectivités 6-7 premières opérations qui ont vocation à s'adresser à des collectifs d'acteurs de l'ESS
Alors, on ne parle pas de PTCE, mais bon, on est plutôt dans une logique de tiers-lieux sectoriels ou de pôles de coopération sur les questions des biodéchets, des mobilités responsables, du réemploi, des circuits courts alimentaires ou des questions culturelles. Et donc là, bon, on rend nos conclusions là sur le mois de juin avec en analyse différents projets où la question de la place des collectivités publiques dans la maîtrise initiale du foncier est plus ou moins importante. On va de fonciers qui appartiennent ou qui sont réachetés par les collectivités à des fonciers qui sont de l'ordre de l'urbanisme négocié, hein, qui a été cité par Lyon tout à l'heure, avec cette espèce de rapport de force construit on a une grosse opération d'intérêt national, par exemple, avec du coup des enjeux de négociation de charges foncières contre des mètres carrés économiques qui peuvent être décotés pour pouvoir s'adresser aux acteurs de l'ESS. Et puis, on teste aussi la faisabilité de sites où la collectivité est présente en soutien et légitime le projet, mais n'intervient pas sur la maîtrise foncière de cette manière-là. Voilà. Donc là, on rend nos conclusions avec l'objectif de monter une première levée de fonds sur ces premières opérations, avec, comme l'a rappelé Alain Garnier, un sociétariat hybride des acteurs de l'ESS, des collectivités territoriales. Voilà, et puis dans un second temps, on pensera certainement aussi cette notion un peu de service, d'agence immobilière ou de modèle aussi comment des services qui permettent aussi sur l'urbanisme transitoire de mieux observer les effets au long cours pour pouvoir en tirer des conclusions pour générer des projets plus durables ou de jouer de manière pérenne aussi la place des acteurs de l'ESS sur le territoire. Mais je ne m'étends pas trop là-dessus, en sachant que Foncière solidaire est un outil qui est en train de se structurer sur la métropole de Bordeaux, aux côtés d'autres, et donc du coup peut-être que c'est l'occasion de compléter de nombreux autres par Stéphane Pfeiffer s'il souhaite intervenir. Je ne sais pas si je crois que je le vois. Voilà, je suis là. Bonjour tout le monde. Alors, je crois qu'il n'était pas prévu que j'intervienne, donc je vais faire hyper court parce que sinon on va. Non, on était le trésorier du RTES, on aime bien t'entendre. Alors... C'est sympa, Benjamin, je te remercie. Non, mais je vais essayer de ne pas faire de la redite, mais ce qui est intéressant, je crois, dans ce qu'a dit Julie, c'est qu'effectivement, nous, on a déjà une société d'économie mixte qui s'appelle Incité, qui historiquement est bailleur social et l'aménageur du centre ancien de Bordeaux, qui s'est doté depuis 2019 d'une mission de foncière commerciale, ou foncière activité plus globalement, avec au capital, ça avait été évoqué tout à l'heure par Strasbourg, je crois, mais la Caisse des dépôts, Arkea et la Caisse d'épargne, qui sont en plus des acteurs financiers bancaires plutôt bien positionnés dans l'ESS ou qui essaient de se positionner dans l'ESS. Et dans le cadre de cette foncière, son objectif principal, c'était de diversifier l'offre commerciale dans le centre-ville de Bordeaux, qui était très tournée autour de la restauration, et d'aller sauvegarder, préserver des pôles commerciaux dans les communes de la métropole. Depuis qu'on est arrivé, donc il y a 3 ans maintenant, on a souhaité aussi donner un axe supplémentaire à cette foncière, qui est l'accès des acteurs de l'ESS à des bureaux, à des fonciers, parce que c'est aussi une des difficultés principales qu'on peut rencontrer. Et on a plusieurs moyens pour ça. Soit de manière assez classique, on va aller dans l'acquisition d'un bien immobilier, qu'on va aller souvent réhabiliter, rénover, et puis ensuite louer moins cher que les prix du marché. C'est là où on a une activité de foncière assez classique. C'est là où on interviendra et on pourra intervenir en complément de la foncière solidaire qui se positionnera aussi en partie sur cette mission-là. Donc, c'est là où effectivement, il faudra être un peu intelligent entre nous et bien se coordonner pour surtout ne pas être en concurrence sur un même projet. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, mais il y a un travail vraiment de coopération qui est à faire. Je pense qu'on ne sera pas trop de deux vu l'ampleur du besoin et la difficulté des marchés immobiliers, le nombre d'opérations d'aménagement qu'on a sur la métropole, etc. Et une deuxième mission qu'on confie de plus en plus à la foncière, et je crois que c'était Nantes qui évoquait ça, c'était quand on a un bâtiment public, il faut ensuite le gérer, le réhabiliter, le louer, etc. Et c'est vrai que ça, nous, on le confie, cette mission, à la SEM Incité, justement. On en a confié 2 dernièrement. D'abord sur une étude de programmation, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce bâtiment,
Ensuite, une étude de maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce qu'on peut faire comme travaux? Et finalement, ensuite, est-ce que Incité peut être l'exploitant du lieu? Et donc, ça nous permet, nous, collectivités, d'être beaucoup plus agiles dans notre réponse qu'on peut apporter en termes d'ingénierie, en termes de souplesse du modèle économique d'une telle opération et aussi d'équilibre entre les différentes activités de la foncière et de la SEM plus globalement. Et dans cette deuxième mission, on peut aussi se trouver sur les plates-bandes, je vais dire, pour les villes de la foncière solidaire, mais on arrive à répartir aussi les missions de manière intelligente. Dernièrement, on a eu un bâtiment qu'on a confié à que la ville a confié à Incité pour la réhabilitation et la programmation, parce qu'il y avait des travaux, lourds, parce qu'on était sur la dépollution, mercure, plomb, etc. Donc, il y avait besoin d'une technicité un peu particulière. Et un autre bâtiment que cette fois-ci, je crois qu'on a ou qu'on va confier à la foncière solidaire dans la réflexion, parce qu'on est dans cette logique de coopération, de mutualisation. Comment est-ce qu'à partir d'un bâtiment existant, on va faire cohabiter des acteurs différents? Donc là, c'est plutôt la foncière. Donc nous, on a plutôt cette chance d'avoir deux outils hyper complémentaires sur le territoire qui nous permettent de contribuer à répondre de manière diversifiée aux besoins qui sont identifiés. Eh bien, merci Stéphane. Ça aurait bien fait ma transition avec Strasbourg qui intervenait avant, mais tu le dis, l'idée, c'est pas d'opposer le modèle CM, SPL public et le fait de s'impliquer un peu plus avant dans un modèle de foncière solidaire comme vous le faites, et c'était évidemment pas le sens du webinaire, mais c'est justement pour ça que je vous faisais l'un et l'autre intervenir un peu en conclusion pour illustrer un peu la palette d'outils. Et comme tu le dis bien, les besoins sont assez nombreux pour que vous soyez, pour qu'il n'y ait pas trop de leviers à actionner. Donc merci pour ce témoignage. Et je regarde et je vois effectivement de nouveau une main levée du côté de Marseille. D'ailleurs, j'en profite, peut-être ils vont en parler pour signaler, puisque c'est de là que venait la question SIEG. Et ça a été dit rapidement du côté de l'Eurométropole de Strasbourg, mais que du coup le tiers-lieu kaléidoscope dans le quartier européen, donc qui n'est pas du tout un quartier QPV avec des coûts immobiliers bas au niveau strasbourgeois, est également, je crois, structuré autour d'un SIEG, en tout cas c'est une SIC, donc on coche un peu ces deux cases-là. Mais voilà, je vous laisse poser la question. Oui, merci Benjamin. En fait, c'est pas effectivement mon métier premier, c'est la raison pour laquelle je suis venu à la visio. Mais comme ça, de première lecture, moi, je me pose la question de savoir si, c'est vraiment un questionnement, hein, s'il n'est pas plus intéressant d'essayer de favoriser l'émergence de foncières solidaires pour deux raisons. La première, c'est la prise de risque qui est externalisée, même si la collectivité peut être partie prenante de ce type de foncière. Et deux, je m'interroge sur la capacité aussi que les foncières solidaires puissent mobiliser de l'épargne citoyenne via ce type de véhicule, ce qui, me semble-t-il, doit être plus compliqué avec une SEM ou une SPL. Voilà, est-ce que vous réagir à ces propos? Enfin voilà, moi les deux intérêts c'était externaliser la prise de risque, mais surtout engager aussi des citoyens dans la question de l'aménagement du territoire et notamment sur la question foncière. Est-ce que je fais fausse route ou voilà, en tout cas avoir vos retours sur ces questionnements. Moi, je peux dire que tu ne fais pas de fausse route en termes de questionnement, puisque on est au cœur du sujet. Par contre, je n'aurais pas la prétention à apporter une réponse. Donc, si on a quelqu'un, alors soit du côté de la métropole de Bordeaux, qui était le dernier intervenant, mais de toute façon, on rentre dans le jeu de questions-réponses un peu plus général avant ma petite conclusion dans un peu moins de 10 minutes maintenant. Donc, si qui que ce soit peut apporter des éléments de réponse sur la mobilisation plus facile de foncières solidaires pour mobiliser les habitants. Alors, tant en termes de mobilisation citoyenne, j'imagine, que mobilisation de fonds. Sentez-vous libre, manifestez-vous.
Bon, c'est ce que je redoutais, on n'a pas encore assez de retour. Non, mais c'est aussi l'enjeu de l'attention. Ah, Stéphane, pardon. Ouais, moi, je peux bien essayer de dire un mot, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais je pense que les deux outils, SEM et SEM/SPL et foncière solidaire sont vraiment complémentaires. Parce que d'une part, c'est ce que je disais, il y a tellement de besoins que je ne suis pas convaincu qu'un seul outil ait la possibilité de répondre à toutes les demandes. Et surtout, en fonction de la situation, je pense qu'il y en a un outil qui pourrait être plus adapté que l'autre. Ce que je disais tout à l'heure, un bâtiment complexe, soit parce qu'il est très pollué, soit parce qu'il est en centre ancien et qui nécessite des réhabilitations particulières, ben peut-être que la SEM du coin, la SEM locale qui a déjà cette habitude-là, elle sera plus pertinente que la foncière solidaire. Par contre, après, tout va dépendre des missions de base des SEM et des foncières solidaires, hein. Mais je parle vraiment en faisant le comparatif de chez nous. Quand vous avez une foncière solidaire qui a déjà entamé un travail de coopération, de mutualisation entre acteurs, etc., qui a développé une expertise que nous, on n'a pas dans notre SEM, eh ben, il vaut mieux dans ces cas-là s'appuyer sur la foncière solidaire. Donc, on va vraiment être sur deux dispositifs, hein, vraiment, à mon avis, complémentaires et pas supplémentaires, parce qu'on ne va vraiment pas répondre aux mêmes choses. D'ailleurs, il n'est pas impossible que parfois on réponde à deux, hein, sur certains projets à moyen terme. Je pense que vraiment les deux outils sont pertinents. À savoir que là où je vous rejoins, c'est que sur la participation citoyenne, et notamment, moi, je suis convaincu qu'il est indispensable que les acteurs de l'ESS s'emparent eux-mêmes de la problématique du foncier. Et donc, du coup, la foncière solidaire est une plus-value de ce point de vue-là. Du côté de la participation citoyenne, bon, l'avenir nous dira dans quelle mesure les foncières solidaires y arrivent peut-être mieux que les SEM, parce que franchement, faire participer des citoyens à une foncière, c'est hyper compliqué. On peut faire du financement participatif et tout, mais on va récupérer peanuts par rapport aux besoins. Il ne faut pas oublier que dans les SEM, on peut avoir du particulier, qui est au capital des SEM, et on peut faire de la participation citoyenne sans aussi forcément être dans les instances, les machins. Nous, par exemple, on a préempté la ville, on a préempté un foncier où il y a un acteur de l'ESS qui est installé depuis des années, qui s'appelle la Chiffonnerie. Donc, c'était le propriétaire voulait vendre pour faire 7 maisons, un promoteur immobilier. Donc, nous, on a préempté pour conserver cette structure. Dans ces cas-là, on a effectivement notre SEM qui va gérer le lieu. Et c'est un travail qui a été fait avec les bénéficiaires et les habitants, parce qu'on était vraiment sur un projet de quartier. Et dernièrement, donc peut-être qu'un jour, c'est la foncière solidaire qui gérera ce lieu, on ne sait pas. Et dernièrement, on a fait une autre préemption aussi en lien avec les habitants du quartier pour un lieu ESS, maison d'asthmate, jardin partagé. Et là, encore une fois, c'est la SEM qui est un peu l'interlocuteur des habitants et du voisinage pour aller travailler la préemption. Donc, on voit qu'on arrive aussi un peu à tordre de temps en temps le modèle des SEM pour en faire un truc un peu plus ouvert. Donc, vive les SEM et vive les foncières solidaires. Merci Stéphane. Je vais commencer à conclure. Alors avant que Stéphane n'en parle, mais ça a été assez isolé dans les retours en préparation, comme finalement là aujourd'hui dans les témoignages. Il y a quand même quelques absents, mais qui soulèvent d'autant plus l'enjeu pour les collectivités d'activer des outils tels que foncières publiques ou solidaires, comme évoqué. C'est notamment les foncières de redynamisation territoriale. Alors, Stéphane évoquait l'exemple d'Incité que tu citais. Mais qui du coup, à part quand on a un élu fortement mobilisé, comme le trésorier d'un réseau national dédié à l'ESS, non, mais ou comme le mandat fort politiquement donné à Strasbourg à la LOCUSEM, à part quand on a un mandat politique fort, a priori, j'ai eu aucun retour me disant, bah tiens, je vais mobiliser la foncière de redynamisation territoriale, enfin du territoire, qui effectivement est très tournée commerce, TPE, PME et pas très pensée dans sa conception au niveau national pour accueillir de l'USS. Mais je le dis aussi parce que je sais, Stéphane, que c'est un mandat, entre guillemets, en tout cas quelque chose que tu portes au niveau de la fédération des EPL. Je le dis aussi, les EPF, donc les
les établissements publics fonciers, finalement, qu'ils soient local ou national avec du portage local, ont été aussi peu cités en réponse à ces besoins de locaux de l'ESS. Donc, c'est aussi des solutions qui restent à mobiliser, qui sont quand même malheureusement les solutions les plus portées par l'État. Mais je suis sûr qu'à l'instar de l'intervention d'Antoine, et notamment à l'occasion de notre prochaine AG, on aura l'occasion de porter un plaidoyer plus spécifique en termes d'adaptation des politiques publiques au service des politiques territoriales de l'ESS. Et ce qui me permet de vous parler de nos prochains rendez-vous du RTES. Voilà. Si j'arrive à vous repartager la chose. Affichage, diapo. Et voilà, donc, prochain rendez-vous du RTES en ligne, un webinaire RTES sur la mesure d'impact territorialisée, quel accompagnement par les collectivités. Donc, ça sera le 1er juin. À Dijon et Langres, les 13 et 14 juin, une rencontre autour de l'alimentation durable et l'ESS à l'ESS au cœur des dynamiques alimentaires territoriales. Et évidemment, les 6 et 7 juillet à Nantes, l'Assemblée générale du RTES, où je le dis, je le redis, on ne le dira jamais assez, jusqu'au 6 et 7 juillet, il sera notamment question de cette problématique du foncier, des réponses qu'on peut y apporter. Et voilà, il est 16h29. Prochain club des collectivités territoriales en Île-de-France autour du périscolaire, ce sera le 6 juin. En Poitou-Charentes, autour de la commande publique, ce sera le 9 juin. Ce sera un club de lancement en Occitanie. Et on aura un club ESS et énergie le 27 juin en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, et donc je vous remercie de votre attention à toutes et à tous qui êtes restés jusqu'à la fin. On enregistre, donc on en aura des traces et on partagera ça ultérieurement. Voilà, je vous remercie, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à tout le monde. Au revoir.